C'était un autre matin froid et impeccable dans la banque la plus luxueuse de la ville. Mais tout s'est arrêté lorsqu'une femme sans abri est entrée avec sa fille malade pour demander de l'aide. Elle a été humiliée, ignorée et traitée comme indigne par tous ceux présents. Jusqu'à ce qu'un homme puissant révèle une vérité qui a réduit toute la banque au silence et a tout changé pour toujours. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et de nous dire de quelle ville vous écoutez cette histoire. La pluie battait contre les vitres de l'orphelinat Sainte-Claire, comme si elle voulait entrer de force, apportant avec elle toutes les tristesses du monde. Raphaël, âgé de seulement 8 ans, serrait fort la main de sa petite sœur, Marine, qui n'en avait que 5. Les deux étaient blottis dans un coin de la salle d'attente, observant des adultes inconnus qui les examinaient, comme s'ils étaient des objets dans une vitrine. C'était en décembre 1998, et ce serait la dernière fois que le frère et la sœur seraient ensemble pendant de très longues années. Raphaël ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais il sentait dans sa poitrine une angoisse qui semblait vouloir lui arracher des morceaux de cœur. Marine pleurait doucement, cachant son visage dans l'épaule de son grand frère. « Raph, j'ai peur », murmurait-elle, la voix étranglée par les sanglots. « N'aie pas peur, Marie, je te protégerai toujours, je te le promets », répondait Raphaël en passant, la main dans les cheveux bruns de sa sœur, essayant de la calmer autant qu'il se calmait lui-même. De l'autre côté de la pièce, 2 familles différentes attendaient de les rencontrer. Le frère et la sœur l'ignoraient, mais c'était le jour où leur destin serait séparé pour toujours. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La famille Dubois était élégante, bien habillée, avec des vêtements coûteux et une voiture de luxe garée à l'extérieur. Monsieur Henri Dubois était un homme d'affaires prospère dans l'immobilier, propriétaire de plusieurs entreprises de construction à Paris. Sa femme, Christine, était une femme raffinée qui avait toujours voulu avoir des enfants, mais n'avait jamais pu tomber enceinte. Ils avaient décidé d'adopter un enfant, mais n'en voulaient qu'un seul. Quelque chose à propos de « commencer doucement », comme il l'avait expliqué à l'assistante sociale. Ce garçon-là, le plus âgé, il a un regard intelligent, il a l'air vif, commenta Henri en désignant discrètement Raphaël. « Oui, il a les yeux vifs, il devrait bien s'adapter », acquiesça Christine, observant le garçon avec intérêt. De l'autre côté de la salle se trouvait Madame Agnès, une femme simple d'une 50aine d'années, aux mains calleuses par le travail. Elle était veuve, vivait seule dans une petite maison de la banlieue de Paris et travaillait comme femme de ménage dans plusieurs maisons. Agnès avait un cœur énorme, mais des ressources très limitées. Elle voulait aussi n'adopter qu'un seul enfant, car c'était le maximum que sa situation financière lui permettait. « La petite fille est adorable », dit-elle à l'assistante sociale, les yeux remplis de tendresse. « Elle doit avoir grand besoin d'affection. » L'assistante sociale, une femme nommée Hélène, était visiblement mal à l'aise avec la situation. Elle savait que séparer des frères et sœurs était toujours une décision difficile, mais aucune famille n'était intéressée à les adopter tous les deux ensemble. Raphaël et Marine étaient à l'orphelinat depuis 2 ans, depuis que leurs parents étaient morts dans un accident de voiture. Plusieurs tentatives d'adoption conjointe avaient échoué. Écoutez, je sais que ce n'est pas facile, mais vous 2 familles êtes notre meilleure option pour le moment. Ces enfants ont besoin d'un foyer, et vous pouvez leur offrir cela, expliqua Hélène, essayant de se convaincre autant que les autres. Raphaël sentit que quelque chose n'allait pas lorsque l'assistante sociale s'approcha d'eux avec une expression préoccupée. Il attira instinctivement Marine plus près de lui. « Raphaël, Marine, il faut que je vous parle », dit Hélène en s'agenouillant à leur hauteur. « Qu'est-ce qu'il y a, tante Hélène » demanda Raphaël. Il appelait toujours ainsi l'assistante sociale, même si elle lui avait expliqué plusieurs fois qu'elle n'était pas sa tante. « Écoutez, 2 très bonnes familles sont venues et veulent vous adopter. Elles vont vous donner beaucoup d'amour et une vie meilleure à tous les 2. » Marine leva son petit visage baigné de larmes. « On va rester ensemble, n'est-ce pas, tante ?»« Hélène ?» Le silence d'Hélène fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Raphaël comprit sur le champ. Son estomac sembla tomber au sol. « Non. On ne va pas rester ensemble, c'est ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Raphaël, mon grand, parfois la vie nous sépare physiquement, mais l'amour entre un frère et une sœur ne se brise jamais.
Vous vous retrouverez quand vous serez plus grand, j'en suis certaine. Non, je ne veux pas partir sans Marie, c'est ma sœur, cria Raphaël en serrant encore plus fort la main de Marine. Raph, je ne veux pas rester sans toi, pleura Marine, désespérée. Hélène tenta de les calmer, mais la situation devenait de plus en plus douloureuse. Les familles observèrent de loin, également émues par la scène. « Écoutez-moi bien, » dit Hélène en leur tenant les mains. « Je vais noter toutes vos informations. Quand vous aurez 18 ans, je vous aiderai à vous retrouver. C'est une promesse. » Raphaël regarda Marine dans les yeux et prit une décision qu'il porterait pour le reste de sa vie. « Marie, je te retrouverai. Peu importe le nombre d'années qui passeront, peu importe où tu seras. Je vais beaucoup étudier, je vais devenir fort et je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Tu es ma petite sœur et je ne t'oublierai jamais. » Tu le promets, Raph. Je le promets sur notre mère et notre père. Je promets que je te retrouverai. Les deux s'étreignirent avec une force qui semblait vouloir les souder l'un à l'autre pour toujours. C'était une étreinte d'adieu, mais aussi de promesse. Une étreinte qui tentait de retenir le temps, mais qui ne pouvait empêcher la vie de les emporter. Sur des chemins complètement différents. La famille Dubois emmena Raphaël dans une somptueuse demeure à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus huppés de la région parisienne. Il eut une chambre plus grande que toute la salle de l'orphelinat, des vêtements de marque, une école privée et toutes les opportunités que l'argent pouvait acheter. Henri et Christine étaient de bonnes personnes qui aimaient vraiment Raphaël comme leur fils. Il fut élevé, avec tout le confort possible, et encouragé à étudier et à rêver en grand. Marine partit vivre avec Madame Agnès dans une modeste maison de la banlieue Est, à Saint-Denis. Le jardin était petit, mais il y avait un cerisier qui donnait des fruits sucrés. Agnès faisait de son mieux pour donner de l'affection et des soins à Marine, mais la vie était dure. L'argent a toujours été rare, et Marine a grandi en apprenant très tôt que la vie exigeait lutte et sacrifice. Les années passèrent comme des pages que l'on tourne. Raphaël devint un jeune homme brillant, diplômé d'HEC Paris avec mention, fit un MBA à l'étranger et commença à travailler dans le secteur financier. Son intelligence et sa détermination le propulsèrent rapidement au sommet. À 35 ans, il était déjà associé dans l'une des plus grandes sociétés de courtage du pays et actionnaire de plusieurs banques. Le garçon de l'orphelinat était devenu l'un des hommes d'affaires les plus respectés de Paris. Mais peu importe le succès qu'il atteignait, peu importe l'argent qu'il accumulait, Raphaël ne put jamais oublier complètement le visage de la petite sœur qu'il avait promis de retrouver. Parfois, au milieu de réunions importantes ou de négociations millionnaires, il se surprenait à penser à Marine. Où pouvait-elle être? Comment serait sa vie? Allait-elle bien? Était-elle heureuse? Il tenta de la chercher, à plusieurs reprises, en engageant des détectives privés et des enquêteurs. Mais les pistes étaient toujours froides. L'orphelinat Sainte-Claire avait fermé, l'assistante sociale Hélène était décédée, et les dossiers étaient dispersés ou perdus. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin de la taille de la France. Marine, de son côté, eut une vie beaucoup plus difficile. Madame Agnès l'éleva avec tout l'amour qu'elle pouvait offrir, mais elle mourut lorsque Marine n'avait que 17 ans, victime d'un cancer qu'elle n'avait pas pu traiter correctement par manque de moyens. Marine se retrouva de nouveau seule au monde, sans famille, sans argent, sans perspective. Elle essaya de travailler, d'étudier, de se construire une vie, mais les opportunités étaient rares pour une jeune femme sans qualification et sans contact. Elle tomba enceinte à 19 ans d'un garçon qui disparut en apprenant la grossesse. Elle donna naissance à une magnifique petite fille aux grands yeux expressifs qu'elle appela Isabelle. L'arrivée d'Isabelle donna un nouveau sens à la vie de Marine, mais apporta aussi d'énormes responsabilités. Sans emploi stable, sans famille pour l'aider, Marine luttait quotidiennement pour survivre. Elle faisait des petits boulots, vendait des friandises au feu de circulation, acceptait n'importe quel service qui se présentait. Certaines nuits, elle et Isabelle dormaient dans des foyers d'urgence ou chez des connaissances. Mais même dans les moments les plus difficiles, Marine n'oubliait jamais son frère. Elle gardait en mémoire chaque mot que Raphaël avait prononcé ce dernier jour à l'orphelinat. « Je te retrouverai », avait-il promis. Et elle croyait en cette promesse comme elle croyait que le soleil se lèverait le lendemain. Isabelle grandit en entendant des histoires sur l'oncle Raphaël qui apparaîtrait un jour pour prendre soin d'elle. Pour la petite fille, il était comme un héros de conte de fées, quelqu'un qui existait dans un monde magique
et qui viendrait un jour les sauver de toutes leurs difficultés. « Maman, comment l'oncle Raphaël saura où on est ?» demandait Isabelle, avec sa curiosité infinie de 5 ans. « Ah, mon amour, le cœur d'un frère a une boussole spéciale. Il sentira où nous sommes et il nous trouvera, » répondait Marine en embrassant le front de sa fille. En vérité, Marine ne savait pas non plus comment les retrouvailles se produiraient, si elles se produiraient un jour. Mais l'espoir était tout ce à quoi elle pouvait se raccrocher dans les jours les plus sombres. Et ce fut par un matin froid de juin 2024, près de 26 ans après cette séparation à l'orphelinat, que le destin décida qu'il était temps d'accomplir la promesse faite par 2 enfants effrayés. Marine était désespérée, car Isabelle s'était réveillée avec une forte fièvre et des difficultés à respirer. Elle savait qu'elle devait emmener sa fille chez le médecin de toute urgence, mais elle n'avait même pas d'argent pour le médicament le plus simple. C'est alors que quelqu'un lui suggéra de chercher de l'aide dans l'une des banques du centre-ville où les gens parvenaient parfois à obtenir des prêts ou une aide sociale. Marine résista au début, par fierté, mais l'amour maternel l'emporta sur la honte. Elle habilla Isabelle avec les vêtements les moins déchirés qu'elle avait, se coiffa comme elle put et marcha dans les rues de Paris jusqu'au centre de la ville. À chaque pas, elle sentait son cœur battre plus fort, non pas d'espoir, mais de désespoir. Non pas pour la possibilité de retrouver son frère, car cela semblait bien trop impossible, mais pour le besoin urgent d'obtenir de l'aide pour sa fille. De l'autre côté de la ville, Raphaël Dubois se préparait pour une nouvelle journée de travail. Il s'était levé tôt, comme toujours, dans son appartement en attique de la Défense. Il prit son petit déjeuner en observant la ville en contrebas, tout en examinant les rapports financiers du jour. Son agenda était rempli de réunions importantes, y compris une visite à l'agence bancaire du centre-ville, dont il était l'un des principaux actionnaires. Il n'avait aucune idée que ce serait le jour où une promesse faite par un garçon de 8 ans serait enfin tenue. Il ne savait pas que le destin avait fixé un rendez-vous qui changerait à jamais la vie de 2 personnes qui avaient été un jour inséparables. C'était un matin comme les autres, mais qui allait devenir extraordinaire. Un matin où le passé et le présent allaient entrer en collision d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Un matin où la vie prouverait que certaines promesses sont plus fortes que le temps, la distance et toutes les difficultés du monde. La banque Millennium Prestige occupait 3 étages d'un immeuble de verre dans le quartier de l'Opéra, au centre de Paris. Les portes en verre trempé reflétèrent la lumière du matin comme des diamants, et le logo doré de l'institution brillait, imposant sur la façade. C'était le genre d'endroit où chaque détail avait été pensé pour impressionner et intimider à la fois. Marine s'arrêta sur le trottoir en face de la banque, tenant la petite main chaude d'Isabelle. La fièvre de sa fille avait empiré pendant la marche, et la petite fille était clairement abattue, s'appuyant sur la jambe de sa mère. Marine regarda son propre reflet dans la vitre de la porte et sentit un nœud à l'estomac. Ses vêtements étaient propres, mais visiblement usés. Son chemisier avait quelques petits trous qu'elle avait essayé de recoudre. Son pantalon était délavé à force d'être lavé, et ses chaussures d'occasion faisaient du bruit, car la semelle se décollait. « Maman, j'ai peur », murmura Isabelle en regardant l'agitation à l'intérieur de la banque. « N'aie pas peur, mon amour. On va juste demander de l'aide pour acheter ton médicament. Les gens vont comprendre, » répondit Marine, essayant de se convaincre autant que sa fille. Lorsque les portes automatiques s'ouvrirent, l'air conditionné les frappa comme une vague glaciale. Le contraste avec la chaleur de la rue fut immédiat et inconfortable. Marine prit une profonde inspiration, sentant l'odeur du cuir des canapés coûteux mêlés aux parfums importés et au café de luxe provenant de l'espace VIP. L'ambiance était délibérément intimidante. Le sol en marbre reflétait les lumières du plafond, créant une sensation d'espace et de solennité. Des clients bien habillés discutaient à voix basse d'investissement et d'affaires, certains parlant au téléphone de sommes que Marine ne pouvait même pas imaginer. Tous semblaient appartenir à ce monde de luxe et d'exclusivité. Marine et Isabelle se dirigèrent lentement vers le comptoir d'accueil où plusieurs employées élégantes tapaient sur des ordinateurs modernes. Les talons des femmes résonnaient sur le sol en marbre, créant un rythme qui semblait marquer la différence sociale entre elles et les 2 visiteuses. La première personne à remarquer leur présence fut Amandine, une réceptionniste de 25 ans, qui avait été embauchée plus pour son apparence que pour son expérience.
Elle portait un blazer bleu marine impeccable, des bijoux discrets mais chers, et arborait toujours un sourire professionnel et entraîné. Quand elle vit Marine et Isabelle s'approcher, son sourire vacilla une fraction de seconde. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» demanda Amandine d'un ton poli mais froid. « Bonjour, écoutez, je sais que cela peut paraître étrange que... Je sois ici, mais ma fille est malade, et j'ai besoin d'aide pour lui acheter des médicaments, » dit Marine, la voix légèrement tremblante de nervosité. Amandine cligna des yeux plusieurs fois, traitant l'information. « Excusez-moi, madame, mais ici c'est une banque privée. Nous ne faisons pas de dons ni d'assistance sociale. » Je comprends, mais quelqu'un m'a dit que parfois les banques aident les personnes en situation difficile. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, insista Marine, sentant les larmes lui brûler les yeux. D'autres employés commencèrent à prêter attention à la conversation. Claire, une chargée, de clientèle de 30 ans, s'approcha avec une expression de curiosité mêlée de malaise. « Quel est le problème ici, Amandine ?» demanda Claire, toisant Marine et Isabelle de la tête aux pieds. « Madame demande une aide financière pour acheter des médicaments pour sa fille », expliqua Amandine, baissant légèrement la voix comme si elle racontait un secret embarrassant. Claire soupira avec impatience. « Madame, nous comprenons votre situation, mais ce n'est pas l'endroit approprié. Vous devriez vous adresser à un dispensaire ou à un centre d'aide sociale. J'ai déjà tout essayé. Les dispensaires n'ont pas le médicament dont elle a besoin, et le centre d'aide sociale a dit qu'il faudrait des semaines pour obtenir une autorisation. Elle ne peut pas attendre si longtemps, expliqua Marine, le désespoir grandissant dans sa voix. Isabelle toussa fort et se serra davantage contre la jambe de sa mère. Elle se sentait manifestement mal et sa respiration devenait plus difficile. Marine s'agenouilla et posa la main sur le front de sa fille, confirmant que la fièvre avait augmenté. C'est à ce moment qu'Édouard Chastain, le directeur général de l'agence, sortit de son bureau, une mallette en cuir et un téléphone à la main. Édouard avait 42 ans, était diplômé en économie de Sciences Po et avait bâti sa carrière en étant rigoureux avec les règlements et les procédures. Il croyait fermement que le maintien de normes élevées était essentiel pour préserver la réputation de la banque. Quand il vit l'agitation au comptoir, Édouard s'approcha d'un pas ferme. Son expression montrait déjà de l'irritation avant même de savoir de quoi il s'agissait. « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi y a-t-il un attroupement à mon comptoir ?» demanda Édouard avec autorité. « Monsieur Chastain, cette dame demande de l'argent pour acheter des médicaments pour sa fille, » expliqua Claire, d'un ton qui laissait transparaître son opinion sur la situation. Édouard regarda Marine et Isabelle avec une expression qui mêlait incrédulité et dédain. « Savez-vous où vous êtes, madame ? C'est une banque privée, pas une œuvre de charité. Je sais que ce n'est pas courant, mais ma fille est très malade et je n'ai plus d'option, » dit Marine, essayant de garder sa dignité malgré l'humiliation croissante. « Madame, soyons clairs. Si vous voulez de l'argent, vous devez avoir quelque chose à offrir en retour. Avez-vous un compte chez nous? Des investissements? Des propriétés à donner en garantie ?» demanda Édouard avec un sourire cruel. « Non, je n'ai rien de tout cela, » admit Marine, sentant ses joues brûler de honte. « Alors vous êtes au mauvais endroit. Ici, nous traitons avec des clients sérieux, avec un patrimoine réel. Nous ne sommes pas une assistance sociale, » dit Édouard, élevant légèrement la voix pour que les autres clients puissent entendre. Certains clients commencèrent à se retourner pour observer la scène. Un monsieur en costume gris commenta à voix basse à sa femme « C'est absurde. Comment ont-ils laissé ces gens entrer ici ?» Une femme d'âge moyen secoua la tête avec désapprobation. « Il est de plus en plus difficile de maintenir les standards où que ce soit. » Marine sentit le monde s'écrouler autour d'elle. L'humiliation était insupportable, mais pire encore était de voir Isabelle de plus en plus faible à ses côtés. La petite fille s'était assise sur le sol en marbre, le dos appuyé contre la jambe de sa mère, manifestement sans force pour rester debout. « S'il vous plaît, monsieur, ce n'est qu'une enfant malade. Je promets que je vous rembourserai de toutes les manières possibles, » supplia Marine, des larmes coulant sur son visage. Édouard éclata de rire, un son désagréable qui résonna dans la pièce. « Vous allez rembourser. Avec quel argent? En vendant quoi dans la rue ?» Il regarda autour de lui, cherchant l'approbation des autres employés. « Regardez-moi ça. Elle pense que cette banque est un prêteur sur gage de quartier. »
Quelques employés rirent discrètement. Un jeune client en costume hors de prix commenta à son ami « Incroyable comme certaines personnes ne connaissent dit. Pas leur place. » L'atmosphère dans la banque devenait de plus en plus hostile et embarrassante. « Écoutez-moi bien, madame, » continua Édouard, clairement satisfait de l'auditoire qu'il avait rassemblé. « Si vous voulez de l'argent facile, il y a d'autres endroits pour ça. Ici, nous respectons le travail honnête et le mérite. Vous devriez chercher un emploi, pas la charité. » Marine tremblait d'humiliation et de colère, mais son inquiétude pour Isabelle l'emportait sur tout autre sentiment. « Je travaille, monsieur. Je fais tout pour subvenir aux besoins de ma fille. Mais elle est malade et je n'ai pas l'argent pour le médicament aujourd'hui. »« Vous travaillez à quoi? À mendier dans les rues ?» provoqua Édouard, arrachant d'autres rires malveillants aux personnes présentes. C'est à ce moment précis que les portes automatiques s'ouvrirent de nouveau et Raphaël Dubois entra dans la banque. Grand, imposant, vêtu d'un costume Armani parfaitement coupé, de chaussures italiennes qui coûtaient plus que le salaire annuel de beaucoup de gens, et avec une présence qui commandait un respect instantané. Raphaël avait une réunion prévue avec la direction pour discuter de nouveaux investissements. En tant que l'un des principaux actionnaires, il visitait régulièrement les agences pour suivre personnellement l'avancement des affaires. Son arrivée provoquait toujours un subtil mouvement parmi les employés, tous désireux de faire bonne impression sur l'homme qui avait le pouvoir de changer leur carrière d'un seul mot. Immédiatement, plusieurs personnes se redressèrent. Amandine corrigea sa posture, Claire vérifia rapidement si sa coiffure était en ordre, et même certains clients regardèrent avec curiosité et respect l'homme qui irradiait le succès. Raphaël se dirigeait vers l'ascenseur qui le mènerait à l'étage de la direction quand quelque chose le fit s'arrêter. Une voix. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 26 ans, mais qu'il reconnaîtrait n'importe où dans le monde, même après tout ce temps. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'aide pour ma fille. » Le sang de Raphaël se glaça dans ses veines. Il tourna lentement la tête en direction de la voix et vit une femme agenouillée sur le sol en marbre, serrant dans ses bras une petite enfant. La femme était clairement en difficulté, avec des vêtements simples et usés, mais il y avait quelque chose dans le profil de son visage, dans la courbe de son nez, dans la façon dont elle tenait l'enfant. « Marine !» Le mot sortit des lèvres de Raphaël comme un murmure, presque inaudible. Marine leva son visage baigné de larmes en direction de la voix. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Raphaël, le temps s'arrêta complètement. Le bruit de la banque disparut, les gens autour devinrent invisibles, et les 26 ans de séparation furent effacés en un instant. « Raph !» Sa voix sortit comme un filet, chargé d'incrédulité, d'espoir et de 26 ans de manque. Les deux restèrent immobiles, se regardant comme s'ils voyaient des fantômes. Raphaël sentit ses jambes flageoler, et un instant, il crut qu'il allait s'évanouir. Marine resta agenouillée sur le sol, mais ses yeux s'emplirent d'une lumière qui n'avait pas brillé depuis des décennies. Édouard, ne comprenant pas ce qui se passait, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Nous sommes en train de régler la situation et de faire sortir ces personnes de l'établissement. » Les mots d'Édouard brisèrent le moment comme une lame de rasoir. Raphaël se tourna vers lui avec une expression qui fit reculer instinctivement le directeur. « Qu'avez-vous dit » La voix de Raphaël était basse, contrôlée, mais chargée d'une fureur qui fit frissonner tout le monde autour. « J'ai dit que nous faisions sortir ces personnes qui importunaient nos clients, » répéta Édouard, ne comprenant toujours pas la gravité de ce qui se passait. Raphaël regarda autour de lui les visages expectatifs des employés et des clients, tous attendant sa réaction. Il vit le sourire cruel encore figé sur le visage d'Édouard, l'expression de supériorité des employés, les regards méprisants des clients. Et puis il regarda à nouveau Marine, sa petite sœur, agenouillée sur le sol comme une mendiante. Quelque chose, à l'intérieur de la poitrine de Raphaël, se brisa en 1000 morceaux et se recomposa instantanément, transformé en quelque chose de beaucoup plus fort et déterminé. Il marcha lentement jusqu'à Marine, enleva la veste de son costume et la posa délicatement sur ses épaules. Puis il s'agenouilla sur le sol en marbre, se mettant à sa hauteur, et tendit les mains. « Marine, ma sœur, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « J'avais dit que je te retrouverais. J'ai mis du temps, mais je t'ai retrouvée. » Marine s'effondra en larmes,
26 ans de douleur, de manque, de lutte et de désespoir sortant, d'un seul coup. Raphaël la serra dans ses bras, là au milieu de la banque, sans se soucier de ses vêtements coûteux ou des gens qui regardaient. C'était l'étreinte qui aurait dû durer pour toujours cet après-midi-là à l'orphelinat, enfin complétée. Isabelle, même malade et confuse, comprit instinctivement que quelque chose d'extraordinaire se produisait. C'était l'oncle Raphaël des histoires de maman, le héros qui était venu les sauver. Le silence dans la banque était assourdissant. Tous observaient incrédules, l'homme le plus riche et le plus puissant de cette agence agenouillé sur le sol, serrant dans ses bras la femme qu'il humiliait quelques minutes auparavant. Édouard sentait son monde s'effondrer. Sa carrière, sa réputation, tout s'écroulait alors qu'il réalisait qu'il avait commis la plus grave erreur de sa vie professionnelle. Mais Raphaël n'avait pas encore terminé. Il se releva, aida Marine à se mettre debout et prit Isabelle dans ses bras avec précaution. Puis il se tourna pour affronter tous ceux qui avaient humilié sa famille. Et c'est alors que la véritable tempête commença. Raphaël resta debout au milieu de la banque, tenant Isabelle dans ses bras, avec Marine à ses côtés, tremblant encore d'émotion. La petite fille était clairement fiévreuse, mais ses grands yeux observaient tout avec un mélange de confusion et de fascination. C'était comme si elle savait qu'elle assistait à quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Le silence dans la pièce était lourd, chargé d'attente et de tension. Toutes les personnes présentes, employés, clients, agents de sécurité, attendaient de voir ce qui allait se passer. Raphaël promena lentement son regard autour de lui, ses yeux parcourant chaque visage, mémorisant chaque expression de ceux qui avaient participé à l'humiliation de sa famille. « Édouard », dit Raphaël, sa voix calme mais empreinte d'une autorité qui fit se redresser instinctivement le directeur. « Venez ici. » Édouard s'approcha d'un pas hésitant, le visage pâle comme du papier. Toute son arrogance avait disparu, remplacée par une panique croissante, alors qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Monsieur Dubois, je ne savais pas que c'était votre sœur. Si j'avais su... » commença Édouard, la voix tremblante. Raphaël leva la main, l'interrompant. « Si vous aviez su quoi? Qu'elle était ma sœur? C'est ça votre justification ?» Sa voix monta légèrement mais restait contrôlée. « Alors expliquez-moi une chose, Édouard. Pourquoi le fait qu'elle soit ma sœur ferait-il une différence dans le traitement que vous devriez accorder à n'importe quel être humain ?» Édouard ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, sans parvenir à formuler une réponse cohérente. Les mots semblaient avoir complètement fui son esprit. A-t-elle cessé d'être une personne digne de respect parce qu'elle portait des vêtements simples? Sa fille a-t-elle cessé de mériter la compassion parce que vous avez jugé qu'elle n'appartenait pas au standard social de cette banque? Continua Raphaël, sa voix gagnant en intensité. Marine observait la scène sans pouvoir croire complètement à ce qui se passait. Pendant tant d'années, elle avait imaginé comment seraient ses retrouvailles avec Raphaël, mais jamais dans de tels scénarios. Voir son frère, maintenant un homme puissant et respecté, la défendre avec une telle détermination, éveillait en elle un mélange de fierté, de gratitude et une émotion profonde qu'elle ne pouvait nommer. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer, » tenta de nouveau Édouard, la sueur commençant à perler sur son front. « Nous avons des protocoles, des procédures à suivre. Cette banque s'adresse à un public spécifique. »« Des protocoles ?» répéta Raphaël, sa voix maintenant chargée d'indignation. « Quel protocole vous autorise à rire d'une mère désespérée? Quelle procédure vous permet d'humilier un enfant malade ?» Isabelle toussa fort dans les bras de Raphaël, rappelant à tous l'urgence de la situation médicale. Raphaël tourna immédiatement son attention vers la petite, passant doucement la main sur son front chaud. « Marine, elle a besoin d'un médecin maintenant, » dit Raphaël, sa voix soudainement empreinte d'une préoccupation paternelle. « Quel est son problème de santé ?»« Une pneumonie, » répondit Marine, la voix encore étranglée. « Ça a commencé comme une grippe, mais ça s'est beaucoup aggravé ces derniers jours. Le médecin du dispensaire a dit qu'elle avait besoin d'un antibiotique spécifique, mais il est cher et je n'ai pas réussi à trouver l'argent. » Raphaël sentit une colère encore plus grande monter en lui. Pendant qu'ils discutaient de protocoles et de standards sociaux, un enfant souffrait par manque d'un médicament qui, pour lui, représentait le prix d'un seul repas. « Amandine, » dit Raphaël, appelant la réceptionniste qui tentait de se faire invisible derrière le comptoir. « Appelez immédiatement l'hôpital américain de Paris. Dites que c'est... »
Qu'urgent que M. Raphaël Dubois envoie un enfant atteint de pneumonie et que je veux la meilleure pédiatre disponible. Maintenant. Amandine prit le téléphone, les mains tremblantes. Tout le monde savait que lorsque Raphaël Dubois donnait un ordre, il devait être exécuté sur le champ. « Et vous, Claire ?» continua Raphaël en se tournant vers la chargée de clientèle. « Appelez une ambulance privée. Je veux qu'elle soit ici dans 5 minutes. »« Oui, monsieur », répondit Claire, saisissant rapidement son téléphone portable. Raphaël se tourna de nouveau vers Édouard, qui restait immobile comme une statue, encore en train de digérer le désastre dans lequel il s'était fourré. « Revenons à notre conversation, Édouard. Vous avez dit que cette banque s'adressait à un public spécifique. Dites-moi exactement quel est ce public. » Édouard déglutit. « Monsieur Dubois, nous nous adressons à des personnes à revenus élevés, des investisseurs, des chefs d'entreprise. Des gens avec de l'argent, » résuma Raphaël. « Et dites-moi une chose. Pensez-vous que l'argent d'une personne détermine sa valeur en tant qu'être humain ? » « Non, monsieur, bien sûr que non, » répondit rapidement Édouard. « Mais c'est exactement ce que vous avez démontré ici aujourd'hui, » dit Raphaël, sa voix devenant plus froide. « Vous avez humilié ma sœur parce que vous avez jugé qu'elle n'avait pas assez d'argent pour mériter un traitement digne. Vous avez ri de la situation d'un enfant malade parce que vous avez trouvé que c'était un divertissement. » Les autres clients de la banque observèrent la scène dans un silence total. Beaucoup commencèrent à ressentir un malaise croissant, se souvenant de leur propre réaction en voyant Marine et Isabelle. L'homme qui avait parlé de maintenir les standards était clairement embarrassé, évitant de regarder en direction de Raphaël. « Je veux que tout le monde écoute bien ce que je vais dire maintenant, » dit Raphaël, élevant la voix pour que tous dans la banque puissent entendre. « Cette femme est Marine, ma sœur, et cet enfant est Isabelle, ma nièce. Mais cela ne devrait faire aucune différence dans le traitement que vous accordez à toute personne qui entre dans cette banque. » Il fit une pause, regardant de nouveau autour de lui. « Pendant des années, j'ai cru que cette banque représentait l'excellence du service. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'en réalité, vous confondez excellence et arrogance, prestige et préjugés. » L'ambulance arriva à ce moment-là, et des ambulanciers entrèrent rapidement dans la banque avec un petit brancard. Raphaël leur confia Isabelle avec précaution, expliquant rapidement la situation médicale. « Maman !» appela Isabelle en tendant sa petite main vers Marine. « Je viens avec toi, mon amour !» dit Marine en montant dans l'ambulance. « J'y vais aussi !» dit Raphaël sans hésiter. « Édouard, à mon retour, je veux une réunion avec toute l'équipe de cette agence. Et ce ne sera pas une réunion agréable. » Alors que l'ambulance s'éloignait, Édouard resta planté au milieu de la banque vide, sachant que sa carrière venait de prendre fin. À l'hôpital, Isabelle fut immédiatement prise en charge par le docteur Patricia Moreau, l'une des meilleures pédiatres de Paris. Après une série d'examens, elle confirma qu'il s'agissait d'une pneumonie, mais qu'avec le traitement adéquat, la petite fille se rétablirait complètement. Elle restera hospitalisée quelques jours pour recevoir l'antibiotique par voie intraveineuse et pour que nous puissions suivre sa guérison, expliqua la docteure. Mais vous l'avez amenée juste à temps. Quelques jours de plus et cela aurait pu être plus compliqué. Marine tenait la main d'Isabelle, qui était déjà plus à l'aise dans un lit d'hôpital propre et confortable, relié à des équipements qui surveillaient ses signes vitaux. La différence entre l'environnement stérile et attentionné de l'hôpital et les conditions précaires dans lesquelles elle vivait était frappante. « Raphaël, » dit Marine, alors qu'ils étaient seuls dans le couloir de l'hôpital. « Je ne sais pas comment te remercier, pas seulement pour aujourd'hui, mais tu as tenu ta promesse. » Raphaël s'assit à côté d'elle sur l'un des fauteuils du couloir. De près, il pouvait voir les marques que la vie difficile avait laissées sur le visage de sa sœur. Des rides d'inquiétude, des yeux qui avaient vu plus de difficultés qu'ils n'auraient dû, des mains calleuses par le travail. « Marine, pardonne-moi, » dit-il, la voix étranglée. « Je t'ai cherché. Je jure que je t'ai cherché. J'ai engagé des enquêteurs, fouillé des archives, mais... » « Je sais, » l'interrompit Marine, en posant sa main sur la sienne. « Je sais que tu as cherché, et je savais que tu me trouverais un jour. Je l'ai toujours su. » Les deux restèrent silencieux quelques instants, absorbant l'ampleur de leur retrouvaille. 26 ans de séparation ne pouvaient être effacés instantanément, mais l'amour fraternel était resté intact. « Parle-moi d'Isabelle, » dit Raphaël. « Parle-moi de ta vie. » Marine raconta tout,
La mort de Madame Agnès, la grossesse, les difficultés financières, les petits boulots, les nuits passées dans des foyers. Raphaël écouta chaque mot le cœur serré, imaginant ce que sa sœur avait affronté seule pendant qu'il bâtissait un empire financier. « Et toi, Raph, comment a été ta vie ?» demanda Marine. Raphaël parla de la famille Dubois, de son éducation privilégiée, de son succès dans les affaires, mais il avoua qu'il avait toujours ressenti un vide, une nostalgie constante de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Je ne me suis jamais senti complet, » admit-il. « Même avec tout ce succès, j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Maintenant je sais ce que c'était. C'était toi. » Quand ils retournèrent à la banque en fin d'après-midi, après s'être assuré qu'Isabelle était stable et bien soignée, Raphaël convoqua une réunion avec tous les employés de l'agence. La salle de réunion était tendue, tous sachant que des changements drastiques étaient à venir. Édouard n'était plus là. Il avait été licencié par téléphone 1 heure plus tôt. « Je veux que vous compreniez tous une chose, » commença Raphaël debout devant la salle. « Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est inacceptable, non seulement parce que la personne humiliée était ma sœur, mais parce qu'aucun être humain ne devrait être traité de cette manière. » Amandine baissa les yeux, sachant qu'elle serait aussi licenciée. « Cette banque va subir de profonds changements, » continua Raphaël. « Nous allons revoir tous nos protocoles d'accueil. Nous allons former notre équipe à traiter toutes les personnes avec dignité, indépendamment de leur apparence ou de leur situation financière. » Il fit une pause, regardant chaque employé dans les yeux. « Et je veux être très clair. Quiconque ne parviendra pas à s'adapter à cette nouvelle philosophie de travail est libre de chercher un emploi ailleurs. Car cette banque ne sera plus un environnement où les préjugés et l'arrogance sont tolérés. » Claire leva timidement la main. « Monsieur Dubois, comment allons-nous identifier qui peut réellement être aidé et qui essaie de profiter de la situation ?» Raphaël la regarda avec une expression sérieuse. « Claire, c'est exactement la mentalité qui doit changer. Notre première réaction ne peut pas être de suspecter les gens. Elle doit être d'essayer de comprendre et d'aider. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Nous allons créer un véritable programme de responsabilité sociale. Pas seulement des dons à des institutions, mais une aide directe aux personnes en situation de vulnérabilité. Et chaque employé de cette banque participera à des formations sur l'empathie et l'inclusion sociale. » La réunion se prolongea encore 1 heure, Raphaël détaillant les changements qui seraient mis en œuvre. À la fin, de nombreux employés étaient pensifs, certains clairement mal à l'aise avec les changements, d'autres sincèrement intéressés à faire partie d'une nouvelle culture d'entreprise. Cette nuit-là, Raphaël ne retourna pas dans son appartement en attique. Il resta à l'hôpital, dormant dans un fauteuil à côté du lit d'Isabelle, tandis que Marine se reposait sur un lit d'appoint que l'équipe médicale avait fourni. Pour la première fois en 26 ans, le frère et la sœur étaient de nouveau réunis. Et malgré toutes les difficultés qu'ils auraient encore à affronter, malgré tout le temps perdu qui ne pourrait jamais être récupéré, ils savaient qu'ils ne se sépareraient plus. Jamais. La promesse faite par un garçon de 8 ans avait enfin été tenue, mais ce n'était que le début d'un voyage de reconstruction familiale et de transformation personnelle qui changerait non seulement leur vie, mais aussi la vie de nombreuses autres personnes autour d'eux. En veillant sur le sommeil de sa nièce, Raphaël pensa à toutes les occasions manquées, à tous les anniversaires qu'il n'avait pas pu célébrer avec Marine, à toutes les fois où elle avait eu besoin d'aide et où il n'était pas là. Mais il pensa aussi à l'avenir, à la manière dont il pourrait utiliser sa position et ses ressources non seulement pour prendre soin de la famille qu'il avait retrouvée, mais aussi pour s'assurer que d'autres familles ne subissent pas ce que Marine et Isabelle avaient enduré. C'était une responsabilité énorme. Mais pour la première fois de sa vie, Raphaël sentait qu'il avait trouvé un véritable but à toute sa richesse et son pouvoir. Les retrouvailles n'avaient été que le premier pas. Maintenant commençait le véritable voyage de reconstruction. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin qui avait tout changé. L'automne arrivait à Paris, peignant les arbres de teintes dorées, et la ville suivait son rythme effréné. Mais pour certaines personnes, le monde s'était complètement transformé. Isabelle courait dans les jardins de la résidence où elle vivait désormais avec sa mère, une enfant complètement différente de cette petite fille fragile et malade qui était entrée dans la banque ce jour fatidique. Ses yeux brillaient de santé et de joie,
et son sourire illuminait n'importe quelle pièce. La pneumonie n'était plus qu'un lointain souvenir, et les suivis médicaux réguliers garantissaient qu'elle grandisse forte et en bonne santé. « Tonton Raph !» cria-t-elle en courant vers Raphaël, qui venait d'arriver pour le déjeuner, du dimanche, devenu une tradition familiale. Raphaël la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs tandis qu'elle riait aux éclats. C'était incroyable comme cette petite fille avait comblé un vide dans son cœur qu'il ne savait même pas exister. Elle l'appelait tonton, mais à toute fin pratique, Raphaël était devenu une figure paternelle dans sa vie. « Comment va ma princesse préférée ?» demanda-t-il en embrassant sa joue rose. « Tonton, aujourd'hui j'ai appris à faire des additions à l'école. La maîtresse a dit que j'étais très intelligente, » raconta Isabelle, fière d'elle. Raphaël regarda Marine, qui observait la scène depuis le balcon de l'appartement avec un sourire qui irradiait un bonheur authentique. Sa transformation à elle aussi était impressionnante, pas seulement physiquement, bien que les soins médicaux, une alimentation adéquate et la fin du stress constant lui aient rendu sa beauté naturelle, mais surtout dans son expression. Il y avait une sérénité dans ses yeux qui n'existait pas auparavant, une paix qui venait de savoir qu'elle n'aurait plus jamais à se battre seule. L'appartement où vivaient désormais Marine et Isabelle était simple mais confortable. Raphaël avait insisté pour leur acheter un luxueux appartement en attique, mais Marine avait demandé quelque chose de plus modeste. « Je veux qu'Isabelle grandisse en connaissant la valeur des choses », avait-elle expliqué. « Je veux qu'elle comprenne que le bonheur ne vient pas de ce que tu as, mais de qui tu as à tes côtés. » C'était une décision que Raphaël respectait profondément. Au cours de ces mois, il avait beaucoup appris sur l'humilité et les vraies valeurs avec sa sœur. Marine avait repris ses études, terminant ses études secondaires grâce à des cours du soir, et suivait maintenant des cours de pédagogie dans une université privée. Elle s'était découvert une passion pour l'enseignement aux enfants, en particulier ceux en situation de vulnérabilité sociale. « Raph, tu dois voir le projet que Marie développe, » dit Isabelle en le tirant par la main. « Elle va aider d'autres enfants comme elle m'a aidé quand j'étais malade. » Marine sourit, un peu gênée par l'enthousiasme de sa fille. « Ce n'est qu'un projet universitaire, rien de bien spécial. »« Rien de spécial ?» protesta Raphaël. « Marine, tu es en train de créer un programme d'alphabétisation pour les enfants des rues. C'est extraordinaire. » Pendant le déjeuner, Marine expliqua son projet de fin d'études. Elle voulait mettre en place un programme éducatif en partenariat avec des foyers et des institutions sociales, offrant non seulement l'alphabétisation, mais aussi un soutien émotionnel et une orientation pour les enfants vivant dans la rue. C'était une idée née de sa propre expérience, de quelqu'un qui connaissait intimement les difficultés de cette réalité. Et le meilleur de tout, dit-elle, les yeux brillants d'attente, c'est que la banque a approuvé le financement du projet. Nous allons pouvoir aider plus de 200 enfants la première année. Raphaël sourit, fier de l'initiative de sa sœur et aussi des changements qu'il avait mis en œuvre dans l'institution financière. La banque Millennium Prestige était devenue une référence en matière de responsabilité sociale, mais pas seulement pour ses programmes d'assistance. La véritable transformation s'était produite dans la culture d'entreprise. Après ce jour fatidique, Raphaël avait licencié non seulement Édouard, mais aussi d'autres employés qui avaient montré de la résistance au changement de mentalité. Amandine, étonnamment, avait demandé à rester et à participer aux formations de sensibilisation. Aujourd'hui, elle coordonnait le programme d'accueil humanisé de l'institution et était devenue l'une des employées les plus appréciées des clients. « Tu sais, Raphaël, » dit Marine alors qu'il prenait un café après le déjeuner, « parfois je me demande si tout cela ne faisait pas partie d'un plan plus vaste. Toutes ces difficultés que j'ai traversées, toute cette souffrance, peut-être était-ce nécessaire pour que je puisse vraiment comprendre la douleur des autres. » Raphaël réfléchit aux paroles de sa sœur. Au cours des derniers mois, il avait lui aussi connu une profonde transformation personnelle. Son succès en affaires avait pris un nouveau sens lorsqu'il était orienté vers des causes sociales. Il avait découvert qu'aider les autres procurait une satisfaction bien plus grande que n'importe quelle affaire lucrative. « Tu as peut-être raison, » dit-il. « Peut-être devions-nous passer par tout cela pour devenir qui nous sommes aujourd'hui. » Isabelle, qui jouait sur le tapis du salon, leva la tête. « Tonton Raph, ma maîtresse a dit que tu es un héros, c'est vrai ?» Raphaël rit, décontenancé. «
Pourquoi a-t-elle dit ça, princesse? Parce qu'elle a entendu l'histoire de la banque, comment tu as sauvé maman et moi. Et aussi parce que maintenant la banque aide d'autres personnes, comme vous nous avez aidés. L'histoire de leurs retrouvailles à la banque s'était répandue dans la ville, mais pas de la manière que Raphaël attendait. Elle n'avait pas été diffusée comme une histoire de réussite commerciale ou une stratégie marketing, mais comme une leçon d'humanité. Plusieurs médias avaient cherché à les interviewer, mais ils avaient préféré rester discrets, laissant leurs actions parler d'elles-mêmes. L'impact, cependant, fut significatif. D'autres banques et entreprises commencèrent à revoir leur politique d'accueil, inspirées par l'exemple de Millennium Prestige. Des programmes de formation à l'empathie et à l'inclusion sociale commencèrent à être mis en œuvre dans divers secteurs de l'économie. « Je ne suis pas un héros, Isabelle », dit Raphaël en s'approchant de la petite. « Les héros sont des gens comme ta mère, qui a affronté toutes les difficultés seule et n'a jamais perdu espoir. J'ai juste fait ce que n'importe quel frère aurait dû faire. » Marine prit la main de Raphaël. « Tu as fait bien plus que ça, Raph. Tu ne m'as pas seulement retrouvé, tu m'as rendu ma dignité. Et pas seulement à moi, mais à beaucoup d'autres personnes. » C'était vrai. Le programme de microcrédit mis en place par la banque avait aidé des centaines de petits entrepreneurs à lancer leur entreprise. Le projet d'éducation financière gratuite s'adressait aux communautés défavorisées de toute la région parisienne. Et la politique d'embauche inclusive avait donné des opportunités d'emploi à des personnes en situation de vulnérabilité sociale. « Maman, » dit Isabelle, interrompant la conversation des adultes, « je peux parler de la surprise à tonton Raph. » Marine rit. « Oui, tu peux, mon amour. » Isabelle courut dans sa chambre et revint avec une feuille de papier colorée. C'était un dessin qu'elle avait fait à l'école, montrant 3 personnages se tenant la main, une femme, un homme et une petite enfant. « C'est notre famille, » expliqua-t-elle, fière de son œuvre d'art. « La maîtresse a demandé de dessiner notre famille, et j'ai dessiné toi, maman et moi. » Raphaël sentit ses yeux s'embuer. Depuis son enfance, il avait rêvé d'avoir de nouveau une famille complète. Le succès professionnel n'avait jamais comblé ce vide. Maintenant, en regardant ce simple dessin fait par une enfant de 6 ans, il sentait qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu de ma vie », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Cet après-midi-là, ils allèrent tous les 3 visiter l'orphelinat Espoir, l'institution où Marine faisait maintenant son travail de bénévole. Raphaël était devenu le principal mécène du lieu, s'assurant qu'aucun enfant ne traverse les difficultés qu'ils avaient connues. À leur arrivée, ils furent accueillis par des dizaines d'enfants qui coururent vers Isabelle. Elle était devenue une sorte de petite ambassadrice de l'orphelinat, le visitant régulièrement et jouant avec les autres garçons et filles. Pour elle, ces visites étaient un pur plaisir. Pour les autres enfants, elle représentait l'espoir, la preuve vivante qu'il était possible de sortir de cette situation et d'avoir une vie heureuse. « Tante Marine, tonton Raphaël !» crièrent les enfants en chœur. Marine s'agenouilla au milieu d'eux, distribuant des câlins et posant des questions sur l'école, sur leurs rêves, sur leurs peurs. Raphaël observait, impressionné par le naturel avec lequel elle gérait cette situation. C'était comme si elle était née pour ça. Sœur Catherine, la directrice de l'orphelinat, s'approcha de Raphaël. « Monsieur Raphaël, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Les enfants sont plus optimistes, plus joyeux. »« Nous ne faisons que rendre un peu de ce que la vie nous a donné, » répondit Raphaël, « et en réalité, c'est nous qui y gagnons le plus. » Pendant la visite, Raphaël annonça une nouvelle. La banque avait décidé de créer un fonds permanent pour garantir que tous les enfants de l'orphelinat aient accès à l'enseignement supérieur lorsqu'ils atteindraient 18 ans. C'était une façon de briser le cycle de la pauvreté et de donner de réelles opportunités de transformation sociale. Quand ils rentrèrent à la maison en fin d'après-midi, Isabelle s'endormit sur la banquette, arrière de la voiture, fatiguée mais heureuse. Marine et Raphaël parlaient à voix basse pour ne pas la réveiller. « Raph, j'ai quelque chose d'important à te dire », dit Marine avec une expression sérieuse. Raphaël sentit une pointe d'inquiétude. « Qu'y a-t-il, tout va bien ?» Marine sourit. « Tout va très bien. J'ai reçu une proposition pour coordonner un programme national d'éducation pour les enfants en situation de risque. C'est une opportunité unique, mais cela signifie que je devrais beaucoup voyager, donner des conférences,
coordonner des projets dans plusieurs régions. Raphaël resta silencieux quelques instants, traitant l'information. « Et tu veux accepter ?»« Je veux, » dit Marine sans hésiter. « Je sens que c'est ma mission, ma façon de rendre tout le bien qui m'est arrivé dans la vie. Mais je n'accepterai que si tu acceptes d'être une sorte de parrain du projet. »« Parrain ? Oui, je veux que tu sois mon partenaire dans cette aventure. Tes ressources, ton influence, ton réseau de contacts. Ensemble, nous pouvons atteindre des milliers d'enfants dans tout le pays. » Raphaël regarda le visage déterminé de sa sœur et sourit. C'était incroyable de voir comment elle avait trouvé la force de transformer sa douleur en mission, son expérience en outil d'aide pour les autres. « J'accepte, » dit-il sans hésiter. « En fait, je ne peux pas imaginer une meilleure façon de passer le reste de ma vie. » 3 mois plus tard, par un matin de printemps ensoleillé, Raphaël était sur la scène d'un auditorium bondé, présentant Marine à un public d'éducateurs, de chefs d'entreprise et d'autorités publiques de toute la France. Elle était belle, élégante, mais surtout sûre d'elle, parlant avec passion de son projet national d'éducation inclusive. « Ma sœur Marine est la preuve vivante que peu importe d'où vous venez, mais où vous voulez aller, » dit Raphaël en concluant sa présentation. Elle a transformé ses cicatrices en sagesse, ses difficultés en compassion et son histoire en espoir pour des milliers d'autres personnes. Le public se leva dans une ovation chaleureuse. Marine monta sur scène, serra son frère dans ses bras et se dirigea vers le micro. « Il y a quelques mois, j'étais perdu, désespéré, ne sachant pas comment prendre soin de ma fille malade, » commença-t-elle, la voix ferme mais émue. « Aujourd'hui, je suis ici parce que je crois que chaque personne mérite une seconde chance, chaque enfant mérite une opportunité, et chaque famille mérite d'être unie. » Elle fit une pause, regardant Raphaël au premier rang, où il était assis à côté d'Isabelle, qui assistait fièrement à la présentation de sa mère. « Mon frère m'a appris que peu importe le temps qui passe, le véritable amour trouve toujours un chemin pour revenir. Et aujourd'hui, je veux vous apprendre que peu importe la difficulté de votre situation, il y a toujours de l'espoir. » La présentation fut un succès absolu. Le projet national fut approuvé à l'unanimité, avec un financement garanti pour les 5 prochaines années. C'était le début d'une transformation sociale qui toucherait des dizaines de milliers d'enfants à travers le pays. Ce soir-là, à la maison, ils dînèrent tous les 3 ensemble comme ils le faisaient toujours. Isabelle raconta sa présentation à l'école, Marine parla des prochaines étapes du projet national et Raphaël partagea ses plans d'étendre les programmes sociaux de la banque à d'autres régions. « Tu sais ce que je trouve le plus incroyable dans tout ça ?» dit Marine en aidant Isabelle à se brosser les dents avant de dormir. « Quoi ?» demanda Raphaël. « C'est que tout a commencé par une promesse qu'un garçon de 8 ans a faite à une fille de 5 ans. Et regarde où nous en sommes arrivés. » Après qu'Isabelle se soit endormie, Raphaël et Marine restèrent sur le balcon observant les lumières de la ville. Paris s'étendait devant eux comme un océan d'opportunités et de défis. « Raph, » dit Marine, brisant le silence confortable, « tu te souviens de ce que tante Hélène a dit ce jour-là à l'orphelinat ? Que l'amour entre un frère et une sœur ne se brise jamais, » répondit immédiatement Raphaël. Elle avait raison. Même avec toutes ces années de séparation, même avec toutes les difficultés, notre lien ne s'est jamais rompu. Et maintenant, il est plus fort que jamais. Raphaël hocha la tête, ressentant une immense gratitude pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Et il va devenir encore plus fort. Parce que maintenant, nous avons une mission commune. Prendre soin l'un de l'autre et prendre soin de ceux qui en ont besoin, compléta Marine. Exactement. 6 mois plus tard, le programme national coordonné par Marine aidait déjà plus de 10 000 enfants dans 15 régions françaises. La banque Millennium Prestige était devenue une référence nationale en matière de responsabilité sociale des entreprises. Raphaël fut invité à donner des conférences sur l'humanisation de l'entreprise dans des universités et des événements internationaux. Mais ce qui les rendait le plus fiers, c'était la croissance d'Isabelle. La petite fille était devenue une enfant brillante, généreuse et pleine de rêves. Elle parlait de vouloir devenir maîtresse comme sa mère et entrepreneur comme son oncle, pour pouvoir aider encore plus d'enfants. Un samedi après-midi, alors qu'Isabelle jouait dans le parc avec d'autres enfants, Marine et Raphaël discutaient de l'avenir. « Parfois, je pense à combien notre histoire aurait pu être différente, » dit Marine. « Et si tu n'étais pas entré dans la banque ce jour-là? Et si j'avais abandonné et que j'étais parti ?»
Raphaël secoua la tête. Ça ne serait pas arrivé. Je sais que non. Parce que certaines choses sont plus grandes que le hasard, Marine. Certaines rencontres sont écrites dans le cœur depuis toujours. Tu penses que nos parents seraient fiers? Demanda Marine, en regardant le ciel. J'en suis certain, répondit Raphaël. Ils ont toujours voulu que nous restions unis. Et maintenant, nous ne sommes pas seulement un frère et une sœur réunis. Nous sommes une famille qui aide d'autres familles à rester unies. Isabelle courut vers eux, essoufflée par le jeu. Tonton Raph, maman, j'ai raconté aux enfants comment vous vous êtes retrouvés, et maintenant ils veulent tous avoir un frère ou un oncle pour prendre soin d'eux aussi. Raphaël et Marine échangèrent un regard complice. C'était exactement ce qu'ils essayèrent de faire à travers leur projet. Créer un réseau de soins et de protection pour qu'aucun enfant ne se sente abandonné comme il l'avait été un jour. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda Marine. « J'ai dit que tout le monde a quelqu'un de spécial quelque part, et que parfois il faut juste être patient et croire qu'on va trouver cette personne. » Cette nuit-là, Raphaël pensa à tous les détours que la vie avait pris. Si quelqu'un lui avait dit quelques années plus tôt qu'il trouverait son vrai bonheur non pas dans une négociation millionnaire, mais dans un câlin de sa nièce ou dans le sourire fier de sa sœur, il ne l'aurait pas cru. Mais il était là à 41 ans, comprenant enfin ce que signifiait avoir une vie complète. Il ne s'agissait pas de la quantité d'argent que vous aviez en banque, mais du nombre de personnes que vous pouviez serrer dans vos bras en rentrant à la maison. Il ne s'agissait pas du nombre d'employés qui travaillaient pour vous, mais du nombre de vies que vous pouviez toucher positivement. La promesse faite par un garçon effrayé s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Elle était devenue un but dans la vie, une mission familiale, une transformation sociale qui se propageait en vagues concentriques, atteignant des personnes qu'il ne connaissait même pas. Et quand Raphaël s'endormit cette nuit-là, dans son lit confortable de son luxueux appartement, il sut que pour la première fois depuis des décennies, il dormait vraiment en paix, parce qu'il avait enfin compris que la vraie richesse ne résidait pas dans les chiffres de son compte en banque, mais dans les liens qui l'unissaient aux personnes qu'il aimait. Marine, Isabelle et lui n'étaient pas seulement une famille réunie. Ils étaient la preuve vivante que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de vaincre le temps, la distance, les difficultés et toutes les barrières que le monde peut créer. Et cette force continuerait de se répandre, d'enfant en enfant, de famille en famille, créant une chaîne d'espoir qui pourrait peut-être un jour changer le monde entier. Et ainsi, chers auditeurs, nous arrivons à la fin du voyage de Raphaël, Marine et Isabelle. Une histoire qui nous enseigne que le temps n'efface jamais les vrais liens du cœur, qu'une promesse faite avec amour trouve toujours son chemin pour être tenue, et que parfois nous devons traverser les ténèbres les plus profondes pour trouver notre véritable lumière. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Chaque jour, nous vous apportons des histoires qui révèlent la beauté, la force et l'espoir qui existent au sein de l'âme humaine, parce que nous croyons que chacun de nous porte en lui le pouvoir de transformer non seulement sa propre vie, mais la vie de tous ceux qui nous entourent. Au prochain épisode, et rappelez-vous, l'amour triomphe toujours.